Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Aujourd'hui, rencontre avec un homme à tout faire, à tout voir, à tout dire, à tout chanter. Bernie Bonvoisin. Bonsoir Bernie. Bonsoir. Alors Bernie Bonvoisin, pour bien saisir l'ampleur d'un artiste tel que vous, eh bien, c'est comme pour apprécier une toile dans un musée, surtout ne pas trop s'attarder sur l'étiquette qui est forcément réductrice, mais au contraire, mieux vaut prendre du recul pour bien apprécier le geste du créateur. Alors voilà, il y a 40 ans, vous formiez le groupe Trust, qui a déboussolé le paysage sonore français tout en servant de boussole morale à des millions de fans, des fans qui, grâce à vos paroles, recevaient un tableau du monde tel qu'il existait vraiment. De l'enfer des sectes à celui du chômage, des banlieues aux dictateurs, en passant par les marées noires au large de la Bretagne. En 1986, vous sortez un premier album en solo, mais pas en solitaire. Son titre, Couleur Passion, indique bien les nuances bariolées qui vous portent depuis longtemps, celles de la soul music. En 1997 sort votre premier long métrage, Les démons de Jésus, un film intrépide et gouailleur, à l'écriture libre et aux comédiens survoltés, gros succès public. En 2003, vous publiez chez Flammarion une nouvelle de 63 pages. Vous êtes faite de peines étranges. Ce vous, c'est une femme, un ange, un astre, qui fait tourner la tête d'un héros sur fond de musique de Guns N' Roses. En 2016, vous co-réalisez un documentaire sur la guerre en Syrie. Son titre, il rime, mais il est abrupt. Paroles d'enfants syriens, la misère entre deux jardins. Arte et puis la chaîne parlementaire vont le diffuser. Ce soir, on va parler de ça en filigrane, mais vous êtes surtout là pour parler de cinéma et des choses visuelles, des impressions qui ont peut-être façonné l'homme et peut-être même le citoyen que vous êtes. Oui, puis les hommes derrière aussi. Est-ce que vous vous souvenez, indépendamment des 6 films que vous avez choisis, de votre première émotion cinématographique ? Le premier film, Le train sifflera 3 fois, Gary Cooper. C'était où, à Nanterre ? Ouais, à Nanterre, au cinéma de la Boule. Qui existe toujours, je pense, non ? Non, qui a été rasé depuis longtemps, ouais, malheureusement. Alors, il y a quelques semaines, quand je vous ai proposé de venir dans cette émission, je vous ai dit, choisissez les films que vous voulez. Il y en a 6. Voici les titres. Les tueurs de Robert Siodmak, Le troisième homme de Carol Reed, La soif du mal d'Orson Welles, L'entourloupe de Gérard Pires, Les citronniers d'Eran Riklis, De Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Il y en a presque pour toutes les décennies. Presque. Oui, puis il y a un peu de... Moi, je suis bon public. Je suis fan des comédies romantiques. Mais grave. Je les ai toutes vues. Même si, voilà, on connaît le schéma, mais je sais pas, j'aime bien je suis vraiment très ouvert. Tout m'intéresse. Vous êtes comme tout le monde, vous êtes fait de contradictions. Dans votre album Organique, un album solo de 2003, il y a une chanson qui s'appelle « Je suis le contraire de ce que je m'imagine ». C'est vous. Oui, il y a un peu de ça. On a tous... Il y a de la lumière, il y a de l'ombre. On est tous faits de ces choses-là. Allez, premier film choisi, il est sorti en 1948, Les Tueurs. Le réalisateur Robert Siodmak est né à Dresde. Il a fui l'Allemagne, il est parti vivre aux États-Unis. Il a commencé un magazine illustré. Il a commencé sa carrière aussi en traduisant en allemand des films muets américains. Les Tueurs, c'est une sorte d'opéra sur tous les thèmes du film noir, la femme fatale et la fatalité, tout simplement. Oui, et puis il y a quand même derrière c'est tiré d'une nouvelle d'Hemingway. John Huston a travaillé sur le scénario, donc déjà en termes d'écriture, ça pèse assez lourd. Et puis Ava Gardner, c'est je pense le film qui fait que la notion entre guillemets de la brune incendiaire prend place dans le cinéma américain, quoi. Et puisqu'il y a cette fameuse scène où elle est au piano et Burt Lancaster rentre dans la pièce, elle lui demande du feu mais elle est off, et il y a
Il y a un panneau et là on la découvre, quoi. Mais c'est un cinéma où les femmes fument des cigarettes, boivent du whisky et sont féminines. Et il y a un brassage dans le film, c'est très frappant, de nationalité. Elle est irlandaise dans le film. Lui, on l'appelle le Suédois, Burt Lancaster, le boxeur qu'on vient d'entendre. Dans tout votre imaginaire, même dans Trust, parlez beaucoup de l'Est, de ce qu'est l'Europe. Oui, c'est un continent de culture. Et voilà, c'est divers et varié, mais c'est d'une richesse incroyable. Siodmak, comme beaucoup d'autres metteurs en scène, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Hollywood et qui ont travaillé sous des noms américanisés ou autre chose, mais dans le cinéma, on sait tous qu'il y a une école de l'Est, quoi. C'est aussi bien que ce soit pour les chefs opérateurs ou pour les metteurs en scène, les grands metteurs en scène. Donc il y a quelque chose de traditionnel et qui remonte. Voilà, c'est même si aujourd'hui ces choses-là sont un peu, je dirais, en perdition. Mais c'est un fait indéniable que, en tout cas, Hollywood c'est énormément enrichi d'un point de vue culturel et financier certainement là-dessus avec ces gens-là. Alors, ce film, c'est l'anti-Rocky, hein. C'est-à-dire que la boxe elle est importante, mais c'est presque un prétexte pour montrer aussi les hommes sur lesquels on cogne, tout simplement. À un moment, le personnage dit « ça fait bizarre d'être battu ». Et dans ce bizarre, il y a tout, j'allais dire, le renversement de la mythologie américaine. Ça fait bizarre, mais il va admettre qu'il a été battu. Oui, c'est Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'à chaque fois, on est sur des gens, je dirais, qui ont des vies, somme toute, simples, et qui traversent la vie avec ça. Et lui, à sa manière, il est paumé. Elle, à sa manière, elle est paumée. Donc ça parle aussi, basiquement, très souvent de gens comme ça qui ont des vies tout à fait normales et pas différentes de la masse des gens. C'est peut-être aussi, je pense, un élément, un facteur qui a fait que, voilà, qu'il y ait une espèce d'adhérence en tout cas une compréhension, une lecture de ce côté-là, quoi. J'ai revu hier soir pardon pour l'anglicisme, le making-of de votre film Blanche, avec Lou Doyon, où on vous voit pendant plusieurs semaines, dans les Cévennes notamment, tourner le film. Et vous déclarez à la personne qui vous suit, ce film, c'est un combat. Oui, c'est un combat. Vous savez, un film... moi, j'ai toujours cette métaphore. C'est un peu être dans une pièce, vous êtes dans le noir. Il y a une espèce d'alien qui est là, que vous ne voyez pas. Et donc, vous avancez à tâtons, tout en sachant que le moindre mouvement peut vous tuer, quoi. Mais on avance quand même, on y va quand même dans cette pièce. Donc, après, au-delà de ça, j'ai toujours considéré que ce soit la musique ou le cinéma, enfin, c'est des choses totalement anormales à faire. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous pourriez reprendre la formule de ce boxeur, ça fait bizarre d'être battu quand ça marche moins bien ou quand on se remet en question? Oui, voilà, mais ça fait partie... ça fait partie du parcours. Vous savez, on est un peu comme un joueur. À partir du moment où on rentre dans un casino, qu'on va s'asseoir à une table, c'est essentiel d'avoir la notion qu'en effet, on peut repartir 10 fois plus blindé que l'heure avant où on est rentré, mais qu'on peut y perdre sa chemise aussi. Et qu'il perde sa chemise et s'étonner de perdre sa chemise alors qu'on s'est assis, franchement, voilà. Donc c'est un non-sens. Donc il y a cette prise en jeu. En même temps, moi j'ai toujours, la notion d'avoir les sens en éveil, c'est essentiel. Donc d'être à chaque fois le plus près au bord, parce que justement ça peut vous tuer, mais
ce qui est intéressant, ça vous permet, l'essentiel, c'est de préserver cette curiosité et cette capacité d'émerveillement aux êtres et aux choses. Donc, à partir de là, on peut en effet après se caler dans un confort et surfer sur ce qu'on a fait, mais bon, c'est pas. Je pense que la vie, je considère que la vie a le mérite d'être vécue où l'essentiel, c'est qu'on se charge essentiellement des instants. C'est pas tant la durée, non, c'est surtout l'intensité des moments, quoi. Et en fait, voilà, c'est cette recherche-là, c'est cette quête-là. Une des particularités de ce film que vous avez choisi, donc les tueurs, The Killers, de Robert Siodmak, c'est sa conception aussi. Beaucoup d'ellipses, beaucoup de flashbacks, encore un anglicisme. Dans le 4e album de Trust, il y avait une chanson en 4 parties. Ouais. Et qui était déjà quasiment, ce qui était assez rare à l'époque, qui était quasiment presque une mise en scène. Oui, il y avait de ça, oui, puisque on a travaillé avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, les chœurs de l'Opéra de Paris, avec un producteur totalement fou. Ça, c'était une sacrée expérience, parce que c'était vraiment la confrontation de deux conceptions et de deux perceptions de la musique. Et en même temps, il y a un point de rencontre, il y a des passerelles, il y a des gens qui sont capables de dresser des passerelles, et ça, c'est important, les passerelles. Il n'y a pas les ponts plutôt que les murs. Hein. Alors, le 2e film que vous avez choisi nous amène en 1949, Le 3e homme de Carol Reed. Il y a encore une grande roue à Paris. Je vous verrais très bien faire un remake du 3e homme. Oh là là. Alors là, c'est des trucs, faut pas aller, quoi. Il y a des choses qu'il faut pas faire dans la vie. Il y a des choses auxquelles, il y a des choses, faut pas y toucher. Voilà. Et ça, c'est... Vous avez très justement mentionné que Les Tueurs étaient adaptés d'Hemingway. Le 3e homme, tout le monde sait que c'est adapté d'une nouvelle de Graham Greene. Ce qui fait qu'il y a les perspectives, le baroque du film, il y a aussi un texte au cordeau. La mise en scène de Carol Reed, qui est époustouflante. On ne fait plus de films comme ça. On ne filme plus de cette manière-là. Il y a très très peu de... On retrouve ça chez Inarritu, mais moi j'ai vu... tout est débulé, alors il y a les lieux, puisque le film a été tourné à Vienne en 49, je crois, un truc comme ça, et il y a la musique d'Anton Karas quand même. La musique du 3e homme, c'est quelque chose d'universel. C'est une des seules, peut-être même la seule, musique de film célèbre qui soit avec un seul instrument. Ouais. Pas d'orchestre, pas de superflu. Ouais, non, Joseph Cotten, qui était un peu l'acteur fétiche de Wells. Et puis, voilà, le film c'est un trip, un peu surréaliste, un peu, il y a vraiment quelque chose vraiment, ça fait partie de ces films, pour moi, hein, qui sont, voilà, il n'y a pas... Et quand vous le découvrez et que vous voyez cette histoire qui, en gros, raconte l'histoire d'un homme qui est face à une société qui est viciée, ça joue autant sur l'artiste en devenir que sur le citoyen qui prend conscience chez vous? Oui, il y a une résonance. Alors, il y a toujours, on est d'abord frappé par la forme quand on voit les films de Wells. Enfin, c'est pas un film de Wells, il joue dedans, mais en même temps, il y a une affiliation dans la manière de faire, de fabriquer entre Wells et Carol Reed, qui est presque confondante, hein, quand on voit La soif du mal, quand on voit même Citizen Kane, il y a des choses, il y a une approche, il y a une approche visuelle qui est très très similaire, qui est très... Et ça c'est fort. Après, il y a toujours de façon chez Wells quelque chose de plus profond derrière, de plus... Je crois qu'ils s'aimaient beaucoup, tous les deux. Et ils s'aimaient tellement que Wells a pu faire une énorme surprise à Carol Reed. C'est quand il est arrivé sur le tournage, quand il est descendu du train, il était déjà en tenue du personnage de Lime. Harry Lime. Ouais, cette séquence, parce que
Orson Welles, dans le film, il apparaît dans le dernier. Oui, à la toute fin, quart, à la toute fin, le dernier quart. Ouais. Parce qu'on parle sans arrêt de lui, mais on ne le voit jamais. Et ça aussi, c'est quelque chose de fort, quoi. Et puis, il a un rôle qui est assez... c'est un sale mec, Harry Lime, quand même. Oui, on apprend qu'il a détourné de la pénicilline, qu'il a fraudé. Et puis, il a cette réplique très étrange où il compare les Borgia avec la Suisse. Oui, où ils ont inventé le coucou. Je ne sais plus la phrase. Les Borgia, ils ont été des salauds, mais ils ont permis l'art. Voilà, ils ont permis l'art. Les Suisses, c'est tranquille, mais ils ont inventé juste le coucou. Ouais, voilà. Ça, c'est très bien résumé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça? Cette séquence dans les égouts qui ressemble presque à une séquence en enfer. Ouais, vraiment. Mais tout est... c'est aussi des metteurs en scène qui, vous savez, on appelle ça l'expressionnisme allemand. Donc tout ce qui est tiré de Dreyer, de Murnau, cette manière d'éclairer les scènes. Quand vous voyez La soif du mal, il y a une chose assez frappante, c'est la quasi-totalité des scènes en intérieur, la lumière vient du sol. Donc quand les gens rentrent dans les pièces, il y a des ombres projetées. Et dans le Troisième homme, il y a une poursuite à un moment, et on n'est pas sur la personne physique, on est uniquement sur les ombres. Et ça, c'est très très fort, c'est très très graphique. Oui. C'est un film qui a été coproduit en fait par Selznick aux États-Unis et par Korda en Angleterre, et ça a été l'objet de beaucoup de disputes, ce qui fait que le film n'a pas été sur la liste des Oscars pour une question de bisbille. Il a été aux Oscars l'année suivante, mais ce qui lui a probablement privé d'une postérité encore plus grande. Et puis juste une autre anecdote. Ce qui est très bien quand vous m'avez proposé ces films, Bernie Bonvoisin, ce qui est très bien, c'est que ça m'a obligé à me replonger dedans, à retrouver des anecdotes. Et Carol Reed était très très inspirée par Citizen Kane, et donc avec ses plans souvent désaxés, des caméras désaxées. Et il raconte que William Wyler lui avait offert un niveau. Vous savez, un niveau comme sur les chantiers, pour que sa caméra soit droite, mais évidemment, il y aurait eu moins de sel. Voilà. Alors, le troisième film que vous avez choisi, que vous avez mentionné, c'est La soif du mal, Touch of Evil de Orson Welles. Réalisé par Orson Welles, 1958, film qui a eu beaucoup de soucis de Final Cut, comme on dit. En même temps, je trouve que La soif du mal, c'est un bon titre, mais c'est pas vraiment le titre original qui était une Touch of Evil, une touche de mal. Ouais, une touche de mal, ouais. C'est pas la même... Pourquoi ce film ? Là, il y a l'argument bateau, c'est je pense, le plus beau et le plus long plan séquence d'un film. L'ouverture du film est vertigineuse. Il y a le rôle donc que tient Wells, l'inspecteur Quinlan, où il est absolument immonde. Je sais pas, il doit faire 150 kilos. Il est énormissime. Et il y a cette anecdote fabuleuse, moi que j'avais lue ou qu'on m'avait dit, je sais plus, où les producteurs ont découvert qu'il y avait Marlène Dietrich quand ils ont vu le film. Et à elle, on lui avait demandé comment elle s'était retrouvée là, et elle avait dit, écoutez, vous savez, c'est très simple. Un soir, vous êtes chez vous, vous recevez un coup de téléphone, vous décrochez, c'est Orson Welles qui vous demande de venir. Donc, elle dit, j'ai pris mon manteau, j'y suis allé, quoi. Et elle a 2 scènes, je crois, dans le film. Elle est filmée, enfin voilà, sublime, quoi, comme on filmait les actrices à cette époque-là. Et c'est un film de commande. Ce qui donne souvent de très bons films. Et franchement, pour un film de commande, voilà quoi, voilà, c'est un sublime objet noir-blanc. Ça traite aussi un fond, il y a un côté, enfin il y a pas mal de choses sur le racisme, tout ça, enfin puisque l'histoire se passe à la frontière avec le Mexique. Et puis on est là aussi dans la corruption, on est dans ces choses-là, quoi. Oui. Là aussi c'est filmé. Wow.
Initialement, le film devait être tourné à Santa Fe, donc aux États-Unis, et Welles a trouvé beaucoup plus intéressant d'y aller frontalement et de montrer ce que peut apporter le choc ou le combat de deux cultures. En même temps, si on regarde ce film, il y a de la bouffonnerie, il y a de la décadence, il y a de la démesure, mais au final, on sent quand même le respect de l'individu qu'envoie Welles tout le temps. Il a dit « Je suis chevaleresque, même avec des gens dont je n'approuve pas le comportement. » Oui, ça c'est le... Mais bon, voilà, on a affaire à le terme de génie, là, enfin, vraiment, là, peut être collé sur le monument qu'était cet homme, quoi, qui finalement n'a pas fait tant de films que ça, parce que c'était aussi quelqu'un de très arrêté sur ce qu'il voulait faire et comment il voulait le faire. Et pour preuve, il y a cette photo absolument magnifique qui a été faite, je crois, dans les années 70, avenue Matignon, à Paris, donc, où il est dans la rue avec son cigare à la bouche et il a un grand manteau comme ça, une grande pancarte autour du cou, il y a marqué « Je cherche de l'argent pour faire un film ». Voilà. Et c'est le mec qui a fait Citizen Kane, qui a été élu en l'an 2000. Il y a eu un référendum planétaire au niveau de tous les metteurs en scène, des producteurs et tout, sur le film qui avait marqué le millénaire, et c'est Citizen Kane qui est venu devant. Le producteur de ce film, Universal, a voulu montrer Le Troisième Homme à l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958, et Orson Welles raconte qu'il a été viré après, pour avoir envoyé à Bruxelles un film aussi corrosif. C'est un film maudit, en fait. C'est un film Welles raconte dans un entretien qu'il n'y a pas eu de projection pour les journalistes, qu'il a été presque saboté et qu'on l'a aussi accusé de fascisme dans ce film. Je pense que je pense qu'on était vraiment en présence d'un être chez qui les capacités, le talent, l'ingéniosité débordaient, quoi. Et que ça, il y a un moment, ça peut déranger énormément, parce que tout son parcours n'est parsemé que de choses comme ça. Quand il fait La Splendeur des Amberson, qui est un film magnifique, qui a été amputé de 40 minutes, il fait le film et il signe après un documentaire que finance Rockefeller. Donc il va faire un documentaire sur le carnaval de Rio. Et donc il a un deal avec les studios pour qu'on lui envoie ses bandes de montage et qu'il monte son film. Jamais ils ne l'ont fait. Et en fait, il y a 40 minutes du film qui sont partis, on ne sait pas où c'est passé. Voilà, quoi. Et tout le temps, ça a été semé de trucs comme ça, d'histoires comme ça, quoi. Je pense que le mec a vraiment ramé, quoi. Mais c'est peut-être aussi... il y avait certainement aussi une forme d'arrogance, d'insolence, justement, de pas rentrer dans les cases et les trucs, parce que Hollywood, à l'époque, c'était très, très carré, très... J'ai retrouvé une phrase d'Orson Welles qui m'a fait penser à vous. Un bon artiste doit être isolé. Si l'on n'est pas isolé, c'est que quelque chose ne marche pas. Ouais, non, c'est vrai, il y a de ça. Ouais. Ouais. Vous n'avez vraiment jamais fait partie d'une clique, vous ? Non. Moi, je suis très méfiant avec ça, les familles. Même si j'ai quelques gens, voilà, qui sont proches dans ce que je fais, ou quand je fais de l'image, ou quand je fais de la musique. Mais je fais très attention à ça. Puis il y a souvent des déconvenus. Donc ça évite les déconvenus. Et puis voilà, mais c'est pas une tannée, hein, c'est pas quelque chose de lourd à porter. Et puis il y a une autre phrase qu'il avait dite, moi, que j'adore, il disait que la modernité était le signe que la mode était le signe infaillible de la médiocrité. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Est-ce que dans la musique, il faut
Est-ce que vous avez été confronté à l'idée de ce fameux Final Cut? C'est-à-dire ce qui Non, peut... jamais. Non. Jamais. Vous avez toujours été libre? Ouais, total. Total. Non, c'est pour ça, moi, les réussites et les échecs, franchement, je les assume, mais alors, j'en ai, quoi. Jamais personne ne m'a... Voilà, il y a des gens qui ont essayé de... Voilà, il y a des choses que... Je n'ai fait que 3 films, et j'aurais pu en faire beaucoup plus, si j'avais écouté justement ce qu'on avait dit. Il y a des choses qui étaient montées au dernier moment, on a voulu m'imposer des acteurs, j'ai refusé de le faire, on m'a dit, tu feras pas le film, j'ai choisi de pas faire le film. Voilà, je pense qu'il y a Je pense que c'est important d'avoir une éthique, même si c'est des mots aujourd'hui qui passent un peu pour des gros mots ou des insultes. Mais moi, j'aime bien cette idée-là de suivre un truc, quoi. C'est humblement, je me considère comme un artiste, entre guillemets. Et donc, c'est la capacité, la possibilité, l'art, c'est de pouvoir remettre les choses en question, quoi. Mais ces choses-là, quand on les fait, c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure d'être les sens ouverts et d'être pleinement dans les choses. Donc voilà, ça implique forcément la notion que si un mec vient et vous dit, tiens, tu veux pas mettre un peu de bleu là, ouais, écoute, franchement, vas-y, fais-le toi, mais fais-le pour toi. Là, justement, je reviens au reportage qui avait été fait sur le tournage de Blanche, et à plusieurs reprises, vous dites, on vous questionne sur le planning du tournage, etc., et vous rajoutez très souvent, et puis il y aura la vie. Ouais, il y a la vie. L'inattendu. On est dans un... C'est important, quand vous êtes dans les choses comme ça, et que vous les faites en extérieur encore plus, d'être à l'écoute de ça. Il y a ce que vous avez prévu, il y a ce que les plannings vous prévoient, ce que le plan de travail vous prévoit, et après, il y a ce qui se passe quand vous faites les choses. C'est... dans Blanche, quand je fais l'arrivée des Colombiens, c'était pas prévu dans le plan de travail qu'il allait tomber des cordes pendant 3 heures. Ça, on le sait pas, on est dehors, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, voilà. Et justement, la vie, à un moment, vous donne une fenêtre de 20 minutes où tout s'arrête et où vous pouvez shooter. Voilà. Dans les Cévennes, on est là 15 jours. 15 jours, tous les jours, on a un cagnard, mais de folie, quoi. On arrive le matin, il fait -2 sur le plateau. À 11h du matin, il fait 35 degrés, quoi. C'est un endroit de fou. Donc pendant 15 jours qu'on tourne sur le plateau, tous les jours, c'est ça. Et le dernier jour où on s'en va, où on vient juste récupérer le matériel, il tombe des cordes. Donc faut être à l'écoute des choses. Alors après, ça a un sens, et il n'y a rien de mystique là-dedans. Mais en tout cas... Il faut, faut être prévenant avec ça. 4e film choisi par vous, 1980, La France, Les Marchands du Temple. Le film s'appelle L'Entourloupe. Alors, ceux qui n'ont pas vu Jacques Dutronc essayer d'attraper une vache sur fond de musique de Django Reinhardt, et ceux qui n'ont pas vu ces mêmes vaches lâcher porte-maillot à Paris ne connaissent pas vraiment le cinéma français. Bernie Bonvoisin. Ouais. Ouais, L'Entourloupe, c'est... on ne fait plus des comédies comme ça. Avec un fond et une forme. Avec il y a un côté méchant. Moi, j'adore ça. C'est humour noir. C'est-à-dire que ces types qui vont vendre des bibles de médecine chez des pauvres qui ont en minimum 10-15 mômes. Et qui viennent leur vendre ces trucs-là. Enfin, c'est des salopards, quoi. Il y a cette scène fabuleuse. À chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit, ils disent... ils voient la mer, donc il y a tous les enfants qui sont autour, mais vraiment 10-15 mômes. Et Marielle arrive en disant embrassez votre maman, les enfants, elle a gagné. Le mec, il démarre comme ça, quoi. Donc, voilà, et tout le Dutronc fabuleux, Lanvin... génial aussi, où à un moment il soigne un type dans une bergerie et il le guérit d'un rhume. Donc après il y a tous les gens du coin qui viennent le voir parce qu'ils pensent qu'il a des talents de médium et pour guérir les gens. Enfin c'est tout et n'importe quoi, et en même temps ça raconte aussi une France justement qui est tout sauf anxiogène.
Et ça, c'est quand même très agréable. Et puis, c'est tourné dans le Marais Poitevin. Je suis pote avec Lanvin, et quand on s'est rencontrés, c'est la première chose que je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais ce film, vous l'avez tourné où ? Et il m'a dit, mais on a tourné dans le Marais Poitevin. Et ils ont vraiment tourné, les gens qu'on voit dans le film, les familles qu'on voit, c'est vraiment les gens du cru, c'est-à-dire que quand ils parlent, on comprend 1 mot sur 10. Mmh. Il y a un aspect quasi documentaire, on se croirait presque chez Depardon. Ouais, non, mais vraiment, voilà, et tout le casting, toute la scène du début, quand il braque l'épicerie, là, voilà. Et on a affaire là aussi à des, comme vous disiez très bien, à des mecs qui à un moment vont voler des vaches dans les champs et les ramènent à Paris pour les vendre, quoi. On est chez des dingos, quoi. Des dialogues de Jean Vautrin, qui à l'époque s'appelait Jean Herman. Il y a aussi, le film est, oui, il y a une langue, gagne beaucoup. Voilà, il y a quelque chose de, je trouve, en continuité avec toute cette flamboyance de cinéma populaire des années 50, 60. Avec cette phrase dans le film, c'est « Le commerce s'immisce partout ». Vous avez eu la dent très dure pour le formatage des artistes aujourd'hui ? Oui, après, voilà, mais chacun gère ça à sa sauce. Hein. On attaque souvent certains films comme L'Entourloupe sur le fait qu'ils sont misérabilistes. Mais moi, je trouve que c'est l'inverse. J'ai vu en concert il y a 4 mois, par le plus grand des hasards, le guitariste des Sex Pistols, qui était à Paris. Steve Jones. Qui jouait à la guitare sèche et qui disait, mais en fait, quand on chantait No Future, les gens ne comprenaient pas le message. C'est pas qu'on disait qu'il n'y avait pas de futur. C'est que si on continue comme ça, la société anglaise n'aura pas de futur. Et L'Entourloupe, c'est aussi des films qui alertent sur l'appauvrissement, sur les mécréants. Ouais, sur tout ça, bien sûr. Il y a des... c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Et l'art en général, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, ça devrait... Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'indissociable qui doit être en prise avec le monde, avec ce qu'est le monde, avec ce qu'est la société, quoi. Ça devrait être indissociable tout le temps. Et justement, quand je parle du formatage des artistes, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ces gens qui, à un moment, viennent et vous disent « Ah non, mais moi, franchement, j'ai pas parlé de ça ou j'ai pas d'avis là-dessus. » Ah bon, t'as pas d'avis là-dessus, mais t'habites où dans une tour Moi, je vis dans un monde, tout ce qui me traverse me bouleverse. Quand je remonte l'avenue des Ternes, là, très proche d'ici, et que je vois tous ces gens dormir sur des cartons et tout, franchement, ça me casse les couilles. Donc voilà, donc parfois et que le fait, très souvent aussi, quand je fais du média de son, on me dit oui, vous êtes un artiste engagé. Et très souvent, je rétorque aux gens, je dis mais les artistes qui ne s'engagent pas, ce qui serait intéressant, c'est que vous leur demandiez pourquoi ils ne s'engagent pas. Ça, c'est une bonne question. Et dans L'Entourloupe, il y a aussi la truculence de Jean-Pierre Mariel, qui est vraiment génial, et qu'on retrouve dans vos films de réalisateurs. Les Grandes Bouches, Les Démons de Jésus, c'est des acteurs qui sont survoltés. Oui, c'est des gens qui débordent. Et l'outrance, en fait, voilà. Moi, j'adore l'outrance. Je trouve ça... parce que l'outrance, ça part toujours de toute façon d'une vérité. D'une base de vérité, mais voilà, c'est quelque chose qui est totalement exagéré. Hein. Mais il y a toujours un fond justement de quelque chose de très ancré dans la terre. Et mais cette écriture-là, voilà, aujourd'hui on est dans des choses très lissées, très cadrées, c'est dans des cadres, ça déborde pas, c'est propre, voilà, c'est Danny Boone, c'est tous ces gens-là, quoi. Alors, ceux qui vont, grâce à vous, découvrir L'Entourloupe, j'ai eu du mal à le trouver, le film en DVD, mais je l'ai trouvé pour entendre la Marseillaise sur le générique de fin, jouée par Stéphane Grappelli. Voilà. Alors, on passe au 5e film, on change de décennie, Les Citronniers d'Eran Reclis. Alors, après le succès mondial de son film Une fiancée syrienne, Eran Reclis trouve l'argent en France, en Allemagne, pour faire ce film, Les Citronniers, qui est une métaphore de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Voilà.
Et avec une actrice absolument sublime, Yama Bass, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui je suis ami, et vraiment c'est quelqu'un de très... voilà, c'est une belle personne, une très belle personne. Le film est magnifique, le film raconte vraiment toute la stupidité de ce truc, puisque c'est cette femme qui a ce terrain avec des citronniers qu'elle tient de son père et de son grand-père, enfin voilà. Et il y a c'est le ministre de la sécurité d'Israël qui vient s'installer au bout de son terrain, et les gens du Mossad lui disent pour des raisons de sécurité, il faut raser tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est le combat de cette femme pour préserver son champ avec ses citronniers qu'elle a depuis que le monde est monde, face à cette machine qui est là pour tout prendre, pour tout casser. Et donc c'est un très très beau film, magnifique. Et la fiancée syrienne aussi est un monument. Ce qui est extraordinaire dans le film, Les Citronniers, c'est son calme aussi. Et le film trouve vraiment le bon focus. Écoutez, je vais vous faire une confession. Quand j'avais 14-15 ans, mon père m'a suggéré d'aller voir mon prof de français à cause d'une chanson de Trust qui disait « Du côté de Paimpol, on a trouvé du pétrole ». À l'époque, j'apprenais Apollinaire, Mallarmé, etc. Et mon père m'a dit « Mais tu devrais aller voir ton prof de français pour lui montrer qu'il y a de la poésie, même dans le hard rock. » Et la question, donc, en faisant le parallèle avec Les Citronniers, c'est comment, en tant qu'artiste, on arrive à trouver le bon focus, le bon angle quand on aborde des choses aussi lourdes que la guerre et la pollution. Je sais pas. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité avec ça. Je sais pas, il y a peut-être cette notion que parfois on arrive à être en phase avec les choses, en harmonie avec. Donc, ça peut produire ce genre de choses. C'est très difficile à expliquer ou à mettre des mots là-dessus. Pourquoi à un moment comme ça. Moi, je sais que c'est quelque chose. Enfin, c'est une chose à laquelle je fais extrêmement attention. Déjà, je ne surfe jamais là-dessus. Je ne prétends jamais que je suis auteur ou ceci ou cela. J'ai la chance de justement d'avoir cette, j'en sais rien comment on appelle ça, cette capacité, cette facilité à écrire, d'avoir une étanchéité de bouchon pour les projets, quels qu'ils soient. Donc, mais c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je fais très attention. Et puis après, il y a aussi après, c'est le contemplatif est très important aussi pour ça. C'est vrai qu'on est une société dans un monde qui va hyper vite, un truc en chasse un autre, tout va comme ça, 200 à l'heure. Et je pense que la contemplation, c'est quelque chose qui justement permet de prendre le temps, de savourer les choses, de les voir, de mieux les envisager, de mieux les impacter. Donc c'est un mélange de tout ça, je pense. Et en même temps, j'en sais rien. Franchement, je vous dis tout ça, et ça se trouve, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je pense qu'il y a vraiment cette notion à un moment, on est en phase avec les choses, en harmonie. Vous savez que le dernier mot de votre roman, vous êtes faite de peines étranges, le dernier mot, c'est le silence. On peut dire c'est ironique de la part d'un homme qui a fait tant de bruit. Oui, mais j'ai besoin de ça. Le silence, c'est important dans la vie, dans les échanges. C'est chargé, le silence. C'est pas une... Il y a des gens qui vivent ça d'une manière un peu dérangée, si des fois, justement, il y a des petites plages de silence comme ça, et donc on se dit, peut-être parce que je suis pas intéressant, ou parce que... Non, c'est une nécessité... c'est une manière de laisser les choses circuler pour qu'elles reviennent. Là, je vous ai côtoyé quelques fois depuis 20 ans. Et chaque fois, c'est ça qui me frappait. C'était votre ouverture sur les autres et qui passe aussi par des vrais moments de silence. On peut pas apprendre de l'autre si on est sans arrêt dans le dialogue.
Il faut être... Ah bah ouais, non, c'est l'écoute, elle est essentielle. Et puis, encore une fois, à partir du moment où quand je parlais de capacité d'émerveillement, c'est ça. On apprend. Moi, quoi qu'on fasse, que soit justement dans entre guillemets, une forme de tourmente dans ce qu'on fait, que ce soit la musique autre chose, mais en même temps, quand je me retrouve à la frontière syrienne avec ses enfants et tout, c'est le même. Voilà, je suis sur mon cul, quoi. C'est-à-dire que je découvre des choses, j'apprends des choses, je suis impacté par des choses. Et donc voilà, faut prendre le temps d'écouter, de laisser la place à l'autre, de laisser à l'essentiel cette notion. Quand on voit Les Citronniers, c'est aussi un film sur la solitude. Ce sont deux femmes qui souffrent et qui prêchent littéralement dans le désert. Ouais. Vous avez tourné avec des actrices, vous avez tourné avec Lou Doyon, mais aussi avec Marie Trintignant. Ouais. Comment est-ce qu'on... C'est comme ma sœur Marie. Comment est-ce qu'on aborde la femme au cinéma ? Bah comme quelque chose de rare. Enfin voilà, il y a quelque chose qui tend à la lumière. Et moi j'ai toujours cette notion de me dire alors là aussi c'est très exagéré, mais il y a vraiment cette notion là, c'est-à-dire que justement de faire en sorte que la personne soit la plus féminine possible, la plus éblouissante possible. D'aller chercher, mais ça on peut le trouver aussi dans les failles et parfois moi c'est ce que je leur dis aux actrices, c'est-à-dire que éventuellement ce que toi tu peux pressentir comme une disgrâce, moi ça je peux en faire une grâce. Alors on va faire une transition avec le film suivant. Votre amie, donc Iyam Abbas, j'ai appris qu'elle avait été coach pour des acteurs dans des films aussi différents que Babel, d'Iñárritu, Le Scaphandre et Le Papillon. J'ignorais complètement ce détail. Ouais. Allez, votre 6e film, c'est le plus récent, un de ceux qui a eu le plus de succès, The Revenant, Le Revenant, d'Iñárritu. Bernie Bonvoisin, c'est presque l'heure des bilans dans cette émission. Ouais. C'est le 6e film et je remarque qu'il y a quelque chose de récurrent dans les films que vous avez choisis, c'est que le personnage central arrive souvent à la fin, reste en lisière de la vie, on le croit perdu et il ressurgit, ce qui est le cas de The Revenant. Ouais, c'est ça, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a derrière les choses, ce qu'il y a de plus grand, quoi. Et il y a là aussi on a affaire c'est ce film-là, c'est le film qu'il a fait avant, Birdman, qui est dans la manière de filmer, c'est que des plans séquences et en même temps cette mise en abîme de l'acteur, en l'occurrence Michael Keaton. Mais ce que je trouve assez troublant chez Iñárritu, c'est, pour moi, il y a quelque chose de Kubrick. C'est-à-dire que ce type a fait 21 grammes, Les Amours chiennes. Voilà, à chaque fois, il va dans un registre de narration et d'histoire, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et il y a cette flamboyance à chaque fois. Et on retrouve ça chez Kubrick. Et je trouve que le type filme absolument, c'est époustouflant. Il y a aussi il y a toute cette partie onirique. À chaque fois, il y a des moments oniriques dans ces films qui racontent, comment les choses sont transposées et tout. Et ce film en particulier, pour moi, DiCaprio, c'est un monstre. C'est un monstre d'acteur. Vraiment. Dans Les Démons de Jésus, votre premier long métrage, le personnage s'appelait Jésus, mais le film s'ouvrait par une citation de Che Guevara. Dans The Revenant, il y a ça. Il y a aussi une figure qui est presque une figure religieuse.
C'est l'homme, enfin, la religion sans la religion, la croyance. Oui, il y a... c'est plus... Il y a cette idée un peu universelle et de plus en plus présente aujourd'hui. Après, voilà, est-ce qu'elle est juste ou pas voilà, on a tout essayé et je sais pas, peut-être il reste que Dieu pour nous sortir du noir, quoi. Donc, mais ça, on parle quand même d'un type que personne n'a vu, quoi. Donc, c'est assez compliqué Après, c'est voilà ce qu'en font. En fait, c'est ce qu'en font les gens, mais c'est très souvent lié à ça. Comment les choses sont employées, à quoi elles sont employées, la traduction, notre capacité à user de ces choses ou non, quoi. Vous qui avez souvent été en réaction sur ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous pensez que des films comme The Revenant, Into the Wild, sont des films qui, d'une certaine manière, sont des échos à la crise financière de 2009, où on remontre aux gens qu'il y a aussi une survie individuelle? Oui, et puis surtout que aussi les choses peuvent avant tout et surtout se faire par nous-mêmes. Et je pense, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que il y a une prise de conscience de ça qui est de plus en plus, qui se dissémine de plus en plus, et ça c'est bien. Ça, je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'il y a un retour que j'appelle moi un retour citoyen. Et ça, c'est bien une prise en main des choses, une prise en main de soi-même, mais en même temps avec une ouverture sur les autres, et parce que ça va de pair, et que de toute façon, voilà, on est là sur cette planète, et quel que soit le Dieu compris, notre couleur de peau, notre culture, nos origines ethniques, ou enfin voilà, peu importe, voilà quoi, il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller du cul, on vit tous ensemble sur cette planète et on n'a pas le choix. Donc il y a un moment, il faut se parler, il faut s'entendre, il faut s'écouter, il faut se regarder, il faut se voir. Il y a quelques jours, on a célébré les 10 ans de la mort de l'abbé Pierre. Et je n'oublie pas que vous avez joué dans le film Hiver 54 de Denis Amar. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce film ? Alors écoutez, moi franchement, je suis pas dans ce rapport aux gens ou aux choses, d'accord ? Mais quand j'ai rencontré l'abbé, parce qu'il venait assez souvent sur le plateau, c'est incontestable de dire que moi, la première chose qui m'a frappé, c'est ce qui se dégageait du type, quoi. Il y a des gens comme ça qui, waouh, mais c'était puissant, hein, c'était. Alors je sais pas, peut-être le fait de donner de l'amour comme ça, d'être tourné vers les autres, peut-être que ça génère ce genre de choses en soi, et donc c'est quelque chose de très rare. J'ai revu ça là dernièrement en février l'année dernière, quand j'étais dans les camps de réfugiés à côté de Zahalé, à la Beka, où j'ai croisé une femme au départ. Voilà quoi, vraiment je suis très suspect avec ça. Et en fait, j'ai vu ces gens qui arrivaient, qui m'embrassaient les mains, qui m'embrassaient le front, enfin, il y a une espèce de truc, vous savez, de sainte, quoi. Et quand vous restez quelques jours, vous apercevez qu'il y a vraiment cette notion, parce que c'est des gens qui sont là, qui s'occupent des autres, qui prennent soin des autres, qui voilà. Donc oui, j'ai eu la chance de faire ce film, de travailler avec Denis Amar, d'avoir pour partenaire, de travailler avec Robert Hirsch, qui est un monument d'acteur. Et voilà quoi. Et de aussi partager quelques petites scènes avec Claudia Cardinal, ce qui n'est pas désagréable. Merci beaucoup Bernie Bonvoisin pour ce voyage à travers votre cinéma. Vous restez encore quelques minutes pour le petit questionnaire rituel qui fait qu'un invité sur deux quitte le plateau de peur d'y répondre. Non, je plaisante. Nous allons donner la parole à Pauline Vallès, dont vous avez entendu la voix en début d'émission. Pauline Vallès, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'une association qui, à sa manière, lutte contre le cancer. Tout à fait. Merci de me recevoir.
Bonjour Bernie. Bonjour. Alors je vais vous parler rapidement de Bazar Bazar. Donc c'est Bazar Bazar contre le cancer. Pourquoi Bazar Bazar ? Parce qu'il y a 2 ans, un régisseur a disparu à cause du cancer. Et c'était un mot qu'il avait souvent à la bouche, comme beaucoup d'entre nous. Allez, on va faire le bazar, c'est quoi ce bazar ? Alors pour lui rendre hommage, on est nombreux aujourd'hui à vouloir faire le bazar, à continuer à faire le Bazar Bazar. Pour se battre contre le cancer. Donc on est des bénévoles, techniciens, musiciens. Et il est parti le 4 février 2015. Le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Donc ce petit sourire, ce petit clin d'œil, on va le garder. Et chaque 4 février, on vous invite à Andrézy, à l'espace Julien Green, pour faire la fête à partir de 4h l'après-midi avec les enfants. Puisqu'on a plein d'animations gratuites, du maquillage, voilà, on fait des dessins, on essaye de peindre aux couleurs que l'on souhaite ce monde de bazar. Et ensuite, on fait tout ça, bien sûr, en musique. Donc, on a de nombreux artistes qui viennent sur la scène pour que tout se passe en musique et dans la joie et la bonne humeur. Alors, on vient manger, boire, danser, dessiner. On vient avec ses vieux, ses jeunes, ses enfants. Et c'est le 4 février à Andrézy, à l'espace Julien Green, c'est dans les Yvelines. Il y a un site internet, bien sûr, donc c'est www.bazarts, puisque ce sont les arts.fr, et la page Facebook, bien sûr, Bazar, B-A-Z-A-R, plus loin en 2 mots, Bazar, B-A-Z''ARTS. Je vous y attends, bien sûr, nombreux. Merci beaucoup, Pauline Valaise. Merci. Bonne chance. Allez, Bernie Bonvoisin, où étiez-vous lors du passage à l'an 2000 ? Chez moi. Je me disais, quand est-ce que votre humour sardonique va apparaître ? Il a fallu attendre le questionnaire de fin. Non, chez moi. Chez moi, ouais, moi, ces soirs-là, faut rester chez soi. Le 14 juillet, le jour de l'an, il faut rester à la fête de la musique. Il faut rester chez soi. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Je pense que c'est Moby Dick de Melville. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, vos livres, vos films, vos compagnons, vos animaux, tout, vos projets, dans quelle ville vous installeriez-vous ? Je pense une ville du Moyen-Orient. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, une seule personnalité, une seule soirée, ce serait qui ? J'ai pas le choix entre Oulin. Allez, Nasser ou Allende. Est-ce que, imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis plusieurs années et que vous vous dites ça suffit maintenant. Il faut enterrer l'âge de guerre, vous faites un signe de bonne volonté, vous lui envoyez un DVD. Sur ce DVD, il y a quel film ? Con comme la lune. Précisons. Voilà. C'est dans la lignée de ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'entourloupe, de toutes ces comédies comme ça, un peu outrancières. Voilà, c'est quelque chose qui détend. Est-ce qu'un jour vous êtes retrouvé dans un musée, un grand musée ou un petit musée, face à une toile ou à une photo ou à un dessin, en vous disant mais bon sang, mais c'est moi ? Non. J'aurais bien aimé. Mais non. Et Dieu sait si vous avez cherché. Ouais, non. Mais j'aime les musées, ouais. Dernière question, est-ce que quand il faut prendre une décision artistique, que ça urge, que ça barde, est-ce que vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui depuis longtemps vous aide à prendre cette décision ? Ouais. Vous restez chez vous. On peut tout dire. Alors, je peux vous dire qu'il y a une cinéaste, Lucie Borlotto, qui nous a dit « Oui, je me caresse les seins ». Donc, vous voyez, elle a mis la barre haute. Non, moi, je me caresse pas les seins. Éventuellement, je fume un joint. Bon, ça va. Voilà. Merci beaucoup, Bernie Bonvoisin. On en a appris beaucoup sur vous aujourd'hui, beaucoup sur le cinéma. Et on a beaucoup parlé d'Orson Welles, c'est le hasard, hein, c'est le beau hasard. Et il a dit « La plupart des choses que j'aime en art ne représentent que mon penchant pour ce qui est à l'opposé de ce que je suis. » Déjà la phrase.
Alors, quel est le dernier? Qu'est-ce que vous écoutiez ce matin en vous réveillant? Ce matin, qu'est-ce que j'écoutais ce matin? Ce matin, j'écoutais un groupe new-yorkais qui s'appelle TV on Radio. Super. Voilà. Alors, je rappelle que votre livre, donc Vous êtes faite de peines étranges, est sorti en 2003 chez Flammarion, on le trouve. Organique, votre album solo qui est super, je l'ai redécouvert pour cette émission. 2003 également. Et puis, oui ou non, Trust se reforme? Bah yes, c'est fait. On a fait une première partie de tournée là en décembre. On repart au mois de mars jusqu'en décembre. C'est totalement hystérique ce qui se passe. Mais vraiment, c'est assez hallucinant. C'est complet partout. Mais les concerts sont mais démentiels, vraiment démentiels. Donc voilà, on a des belles venues. On fait le Hellfest avec Aerosmith. On a plein de choses. On fait la fête de l'UMA qu'on n'a jamais faite. Et puis en décembre, on jouera à Paris. On va faire, je pense, 5 dates, 5 jours différents dans 5 endroits différents. En gros, voilà le schéma. Mais tout l'été, on va être sur les festivals, ces choses-là, quoi. Bonne année, Bernie Bonvoisin. Merci à vous. Bonne année à vous tous. À bientôt.